détournement et piégeage. Dans le domaine informatique, en anglais, on parle de hijacking, soit une prise en main illégale ou du bidouillage à but malsain. Le hijacking peut aussi se définir comme le détournement de la force de son adversaire à son propre avantage. Nous parlerons donc dans ce chapitre de domaine hijacking pour les noms de domaine, de session hijacking pour les sessions de navigation, de cookies hijacking pour les cookies et de page hijacking pour les pages des sites web. Le piratage d'un dispositif numérique, comme un site web très fréquenté, peut servir à piéger les visiteurs et leur injecter un malware. Nous en reparlerons sur la deuxième partie de cet imposant chapitre. Allez, on respire un grand coup et on se lance. Un défaçage, défacement, barbouillage ou défiguration est la modification non sollicitée de la présentation d'un site web à la suite du piratage de ce dernier. Très souvent, la motivation première est la revendication ou la fierté, avec des profils d'activistes pour les premiers et plutôt des script kiddies pour les seconds. Un exemple assez récent avec le site de campagne de Donald Trump, victime d'un défacement indiquant clairement les motivations des attaquants. Le cybersquatting consiste à l'enregistrement abusif et ou spéculatif d'un nom de domaine correspondant à un droit antérieur, comme une marque enregistrée, une dénomination sociale ou un patronyme. Dans ce cas, on parle même de celebrity squatting. Plus généralement, on peut citer d'autres cas problématiques. La perte de la propriété par le défaut de paiement à l'expiration, un email de contact technique non valide ou déposé par une autre entité comme un prestataire web. Un particulier a été condamné le 29 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir réservé le nom de domaine sncfusa.com en prévision du déploiement international des activités de la société. L'entreprise avait bien réservé sncf-usa.com, mais pas la version sans tiret du nom de domaine. Le cybersquatter aura eu bien du mal à défendre sa bonne foi puisqu'il s'agit d'un ancien stagiaire d'une filiale américaine de la SNCF. Barisol est le leader mondial du plafond tendu. Malheureusement, son nom de domaine était utilisé par un revendeur alors que la société avait un distributeur en Moldavie. Les services de règlement des litiges relatifs au nom de domaine, administrés par le Centre d'arbitrage et de médiation, a permis à l'ayant droit de récupérer son nom de domaine. En cas de conflit, il existe un mécanisme international de résolution des conflits par arbitrage prévu par l'ICANN. Il s'agit de l'UDRP pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Quelques solutions pour vous aider, comme mettre en place une veille qui détecte les nouveaux noms de domaine déposés reprenant votre nom dans l'ensemble des extensions Internet. Ensuite, vous pouvez aussi monitorer quotidiennement tout changement de DNS, hébergeur, adresse IP, les WHOIS, la date d'expiration. Alors, quel enjeu et quelles conséquences du cybersquatting ? Les conséquences pour l'entreprise peuvent représenter un préjudice sur l'image de marque, le détournement d'audience, la contrefaçon des produits et des services, et plus globalement, la concurrence déloyale. On parle aussi de domain name grabbing qui signifie saisir, qui consiste à enregistrer des noms de domaine correspondant à des marques de grande renommée en vue de les revendre. Le domain name grabbing est devenu une véritable économie parallèle et relève du parasitisme sur le web. Les plus doués d'entre eux peuvent même se permettre d'en vivre, comme c'est le cas de Simon Legouge, un Français qui a monté sa société d'achat et de revente de noms de domaine en Thaïlande. En 2014, ce business lui rapportait 10 000 € par mois. Par exemple, le conseil régional a décidé d'acheter le nom de domaine hautdefrance.fr à son propriétaire pour la somme de 10 000 € afin d'éviter une longue et coûteuse procédure judiciaire. On retrouve ce phénomène dans le monde politique. On retrouve très souvent ce phénomène dans le monde politique et très souvent à la veille d'élections. Fillon, Hollande, Sarkozy, Clinton ont tous subi ce phénomène. La majorité des tribunaux s'accordent pour reconnaître au nom de domaine la même fonction d'identification que celle de la marque. Ils considèrent donc que la seule réservation d'un nom de domaine par un tiers constitue un usage de signes litigieux. C'est donc illégal et il existe aujourd'hui une jurisprudence étoffée sur le sujet. 3 étapes pour gérer au mieux, la prévention, la négociation et si besoin déposer plainte. Parmi les techniques de sioux utilisées par les pirates, on retrouve l'assemblage des 3 W sans le point, la ressemblance, l'inversion ou le doublement de caractères et l'utilisation de caractères visuellement proches. D'ailleurs, la reprise à l'approchant d'une marque dans un nom de domaine est nommée typosquatting, en utilisant même les fautes d'orthographe ou d'autres extensions dans l'objectif
de détourner le trafic Internet, de voler des données, de dénigrer une marque ou une personne publique. Les attaquants enregistrent de nombreux noms de domaine pouvant paraître légitimes et dont l'orthographe se rapproche du vrai nom de domaine ou en remplaçant un caractère par un autre visuellement similaire. Donald Trump, comme à son habitude, n'a pas fait dans la demi-mesure et a fait l'acquisition de plus de 3000 noms de domaine. Une autre technique encore plus subtile consiste à utiliser un jeu de caractères proche graphiquement de notre alphabet latin, comme des caractères de l'alphabet turc. Dans l'exemple à l'écran, une fausse publicité d'Air France avec un point sous le A d'Air France dans le nom de domaine. Bien joué, non? Donc ouvrez bien les yeux et restez très vigilants. Le farming ou dévoiement en français, qui concerne l'action de détourner quelqu'un du droit chemin, est une technique de piratage informatique exploitant des vulnérabilités des services liés aux serveurs de nom, les fameux DNS. Dans cette attaque directe, les requêtes DNS de résolution des noms de domaine sont détournées pour renvoyer l'utilisateur vers des sites frauduleux en fournissant l'adresse IP de ces derniers au lieu de celle des sites légitimes. Le terme regroupe les mots anglais phishing et farming. Farming équivaut à exploitation agriculture. On parle aussi de DNS hijacking. Cette attaque est rendue possible soit en modifiant les enregistrements d'un DNS local, on parle alors d'empoisonnement, par exemple en modifiant le fichier host sur la machine de la victime, ou tout simplement en modifiant les paramètres DNS de la carte réseau pour les faire basculer vers un serveur DNS malveillant. La protection la plus efficace contre les attaques par dévoiement est l'utilisation du protocole DNS sécurisé, soit le DNSSEC. Pour compléter, le domaine hijacking consiste à modifier l'enregistrement d'un nom de domaine sans l'autorisation de son titulaire d'origine, ou par abus de privilèges sur les systèmes d'hébergement de noms de domaine. C'est peut-être ce qu'a subi la compagnie Air Malaysia, dont le site s'est vu détourné en décembre 2014. Un autre exemple ici avec la prise de contrôle des DNS et le changement des contenus du site. Pour y accéder, les pirates se seraient appuyés sur une faille d'injection de code HTML leur permettant d'installer un rootkit dans le système du bureau d'enregistrement. Les hackers du groupe Lizard Squad, célèbres pour avoir fait tomber les serveurs de jeux en ligne de Sony et de Microsoft, ont aussi réussi à s'emparer du nom de domaine lenovo.com, en modifiant tout simplement la base de données du bureau d'enregistrement de Lenovo, le Web Commerce Communication. Le domaine shadowing. Dans la pratique, cette technique consiste à compromettre les comptes de noms de domaine légitimes inscrits, puis par la suite enregistrer un sous-domaine sous le domaine légitime compromis qui va alors servir à dispatcher du contenu malveillant. Ce qui rend encore cette technique efficace et durable, c'est qu'il est très rare que les personnes examinent en détail les informations des zones DNS. Du coup, ils ne sauront même pas que de tels sous-domaines existent. On les retrouve par ailleurs abondamment dans les sites de contrefaçon, dans les moteurs de recherche. Le détournement de session, parfois également connu sous le nom de détournement de cookies, est l'exploitation d'une session informatique valide pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou des services dans un système informatique. Pour s'en protéger, le serveur doit mettre en œuvre, par exemple, un canal de communication sécurisé, transmettre les cookies via une connexion HTTPS et générer des nombres aléatoires comme clé de session. Votre site peut servir de planque aux cybercriminels qui détournent votre espace de stockage chez votre hébergeur pour y déposer des fichiers ou des pages illicites. C'est une pratique très répandue pour héberger des produits issus du marché de la contrefaçon. Du coup, sans le savoir, vous contribuez et participez passivement aux arnaques en ligne. Rappelons que la contrefaçon dans son ensemble coûterait 6 milliards d'euros par an aux entreprises françaises. Vous pouvez installer sur votre site des outils de supervision qui vous alerteront dès que de nouveaux fichiers sont déposés sur le serveur. Ça peut servir. Pour augmenter leur visibilité, les sites web de contrefaçon ou piratés utilisent des outils de promotion online via la publicité ciblée. Pour cela, elles infiltrent des milliers de sites web, détournent des noms de domaine en utilisant leur notoriété et leur popularité, feintent les régies publicitaires en créant des milliers de liens qui relient les sites les uns aux autres et permettent ainsi de tromper facilement l'algorithme de Google. La plupart des sites frauduleux utilisent la technique de cloaking qui permet d'afficher un contenu différent à Google et aux utilisateurs. Pour héberger des sites de vente de Viagra, par exemple, un grand classique dans l'histoire de l'Internet. Mais il y a plus grave que ça. Voyons voir.
Une attaque de point d'eau, en anglais watering hole, comme abreuvoir, fait référence à un prédateur qui, au lieu d'aller chercher sa proie, préfère tout simplement l'attendre à un endroit où il est sûr qu'elle viendra. Le principe de l'attaque est assez ingénieux puisque l'attaque est d'abord précédée d'une surveillance par le hacker prédateur des habitudes de navigation de la victime. Les tactiques utilisées ciblent directement les individus, souvent liés à un métier ou un domaine d'activité, mais également des anonymes intéressés par un sujet donné. Ensuite, les assaillants compromettent certains sites web susceptibles d'être souvent visités par les employés des organisations ciblées. Mal sécurisés, certains utilisateurs se voient injecter un logiciel malveillant. On parle alors de téléchargement furtif. Certains hébergeurs, mais aussi des moteurs de recherche, scannent quotidiennement le code source des pages à la recherche de malware. Dans le pire des cas, si un code malveillant est détecté, le site est désactivé et une notification est envoyée rapidement au propriétaire. Une mention d'information peut également apparaître dans les snippets des résultats des moteurs de recherche, ce qui en termes d'image de marque n'est pas top, vous l'imaginez. Ou bien, c'est votre navigateur qui vous alerte sur les dangers de la page que vous souhaitez consulter. L'index Google Search Console intègre dorénavant une section sur le piratage. Cela peut vous être très utile si votre site est désactivé dans l'index du moteur. Le drive-by download, ou téléchargement furtif, ou téléchargement à la dérobée. Il s'agit d'un programme frauduleux qui s'installe discrètement sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, après que son utilisateur ait consulté un site web ou un email au format HTML. Depuis quelques années, le nombre de sites web compromis ne cesse de croître. Les 2/3 des sites web piratés sont utilisés pour infecter d'autres victimes. C'est l'effet escompté dans l'attaque du point d'eau vu à l'instant. En visitant une page web piégée, le code malveillant préalablement déposé va exploiter une faille de sécurité sur le navigateur web, sur le système d'exploitation ou dans un logiciel tiers. La solution, restez à jour et sécurisez votre navigateur et évitez certains sites web sombres et installez un bon adblocker. Découvrons dans ce petit schéma le mode opératoire. Tout d'abord, l'attaquant dépose un logiciel malveillant sur un site web mal sécurisé, si possible à fort trafic. Dès qu'un utilisateur accède à la page compromise, un script est lancé pour vérifier la présence d'outils de protection et de faiblesse. En fonction du résultat et de ses capacités, le logiciel malveillant va tout simplement exploiter la faille et infecter l'ordinateur, ou bien ignorer l'utilisateur car trop bien protégé. Donc oui, on peut se faire infecter sans ouvrir une pièce jointe dans un email, simplement en passant sur une page web en étant mal protégé. Dans certains cas, ces techniques frôlent les limites légales, en jouant plus sur la naïveté de l'utilisateur lors d'un téléchargement et l'installation d'une application. Il s'agit d'un téléchargement qu'une personne a autorisé mais sans en comprendre les conséquences. Exemple, l'installation d'un adware, d'une barre d'outils, du changement du moteur de recherche par défaut ou d'un scumware qui se traduit par logiciel voleur de trafic. Les sites de téléchargement comme 01net, télécharger.com et bien d'autres intègrent un downloader, dans lequel on peut retrouver parfois un adware, des traceurs ou un scareware. Ce dernier s'appuie sur une technique de vente basée sur la peur, afin de vous pousser à acheter un produit de sécurité comme par exemple un antivirus. Ce type d'arnaque est parfois le fruit de partenariats et de business entre les entreprises proposant des plateformes de téléchargement de programmes et celles qui souhaitent placer leur logiciel sans effort de l'utilisateur, voire même à son insu. Une autre approche consiste à utiliser des bannières malicieuses et à les placer dans les régies de publicité. Ces bannières, lorsqu'elles seront affichées sur des sites légitimes, vont conduire aux exploits qui se chargeront de contaminer l'équipement. En 2015, Google a supprimé de son index près de 800 millions de publicités malicieuses. La probabilité qu'un utilisateur soit infecté par une bannière malicieuse est 2 fois plus probable un week-end. On compte plusieurs millions d'annonces malveillantes vues par jour et une durée de vie moyenne de ces bannières d'environ une semaine. Le terme utilisé concernant ces bannières malicieuses est le malvertising, qui consiste à injecter des logiciels malveillants dans les régies publicitaires légitimes. C'est ainsi qu'en visitant un site très connu et de confiance, vous pouvez vous retrouver avec un message comme « Vous venez d'être tiré au sort et avez gagné le dernier iPhone. Vous avez 15 virus qui ont été détectés sur votre ordinateur. Veuillez cliquer ici. » Ou « Votre ordinateur a de graves problèmes. Appelez immédiatement le support technique. » La plupart des sites web attaqués sont des sites de médias et de divertissement, ce qui se confirme encore aujourd'hui.
médiatisé en 2019, Adverline, une régie publicitaire française, chargée de placer pour le compte d'entreprise des publicités sur des sites internet, notamment d'e-commerce, en a fait les frais. Ainsi, le skimmer Mashcart est parvenu à nicher dans les publicités affichées par Adverline un logiciel conçu pour dérober les numéros des cartes bancaires saisies sur des sites e-commerce. Alors, si vous ne souhaitez pas piéger vos propres visiteurs, prenez soin de confier l'affichage de publicités sur votre site à des véritables entreprises, des professionnels de qualité ayant une éthique et des compétences en sécurité informatique. Bon d'accord, mais il faut y passer sur le site infecté, et ça, c'est le travail des référenceurs au chapeau noir. Le Black Hat SEO, qui est en gros un comportement d'un référenceur qui utilise des techniques abusives contraires aux recommandations des moteurs de recherche. C'est un véritable métier où la force peut être avec ou contre toi. Pour faire simple, cette technique se concentre sur les liens, le contenu et s'accompagne d'outils puissants pour arriver à ses fins. Il existe aussi le Negative SEO qui a pour but de faire descendre un site concurrent, avec des liens toxiques par exemple. Et le Google Bombing, ou le bombardement de Google, qui à l'inverse vise à influencer le classement d'une page web dans les résultats d'un moteur de recherche. Certains hommes politiques en ont fait les frais il y a quelques années. Depuis normalement 2007, Google a normalement mis fin à ces pratiques. Beaucoup de sites de petites organisations sont régulièrement piratés et détournés pour augmenter la visibilité de sites malveillants. Ici, dans l'exemple un peu grossier, l'injection de mots-clés dans le pied de page, favorisant le référencement des sites pointés dans les liens. Plus subtil, dans cet exemple, cette fois-ci le code ajouté est invisible par les utilisateurs puisqu'il indique 0 pixels de haut et 0 pixels de large et pointe sur un site de jeu de voitures pour enfants. L'intérêt de l'attaquant est de faire en sorte que seul le moteur de recherche ne puisse voir ce lien, afin de rester discret. Le site derrière cette supercherie est un faux site de jeu de voitures pour enfants développé en Flash. Il faut rappeler que la technologie Flash est loin d'être la plus sécurisée. D'ailleurs, Steve Jobs l'avait interdite sur les appareils mobiles Apple. C'est donc ici, une fois que le visiteur aura été attrapé via un moteur de recherche, qu'un malware lui sera injecté via un exploit Flash s'il est testé comme vulnérable. Et ça marche, de très nombreuses pages piratées pointent vers le site malveillant, qui, par cette fausse notoriété, se retrouvera accessible rapidement dans la liste des résultats. Ici, en 14e position sur plusieurs millions de résultats, plutôt pas mal. Allez, un autre exemple pour terminer, cette fois le code place des liens vers des boutiques de contrefaçon. Et tout ça à plusieurs milliers de pixels en haut à droite, le rendant tout simplement invisible aux utilisateurs. Une autre motivation des malfrats est de récupérer le code source d'un site web pour s'en faire un rapidement et surtout gratuitement. C'est donc du plagiat. À gauche, un site web mobile récompensé par le Favorite Website Awards, marque de qualité puisqu'il récompense un site par jour dans le monde. Du coup, ça fait des envieux qui se chargent de modifier plus ou moins l'apparence du site. Ici à droite, une agence bolivienne de création de sites internet. Mohsen Chavoshi, musicien à Téhéran, s'est offert un site pour 0 € en reprenant à nouveau un site de l'agence rennaise MBA à droite de l'écran. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'un logiciel aspirateur de code source. Il ne reste plus qu'à modifier quelques images et tout remettre en ligne. Un autre mode de récupération et de détournement de code source est de se servir directement sur GitHub, dans des espaces mal ou peu sécurisés. C'est parfois aussi simple que ça.